Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le président de la République a pris part ce matin à Ouagadougou aux travaux de la première réunion statutaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires OHADA. Au cours de la rencontre, les chefs d'État se sont engagés à donner plus de vitalité à l'organisation et cela à travers la création d'emplois et le soutien au secteur informel. Envoyé spéciaux Amadou Sankaré, Aboubakar Touré. Sur les hauteurs de la capitale burkinabé Ouagadougou, l'avion transportant le président de la République Ibrahim Boubacar Keïta. À l'accueil, le Premier ministre burkinabé Luc Adolphe Thiaw et les membres du corps constitué. Puis le président de la République salue la communauté malienne venue l'accueillir. Ensuite, le cortège présidentiel s'ébranle vers le quartier Ouagadémil où se tiendra la rencontre. Sur place, Ibeka retrouve ses autres pairs d'Afrique venus également prendre part à cette première réunion statutaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'OHADA, mais aussi pour évaluer les 20 ans d'existence de l'organisation. Pour le président de la République du Faso, président en exercice de la conférence des chefs d'État, l'OHADA, qui est en marche il y a de cela 2 décennies, a joué un rôle immédiatement important dans l'amélioration du climat des affaires. Le constat est encourageant en termes de promotion de la croissance économique et de l'emploi, d'amélioration de l'environnement juridique pour la création des entreprises, d'accroissement de l'accessibilité au crédit, de sécurisation des investissements étrangers directs et d'impulsion du progrès social dans le pays. Ces résultats significatifs confortent notre optimisme et notre vision pour une Afrique unie, stable et prospère. Nous devons alors continuer, œuvrer à la consolidation des performances de l'organisation, en veillant à rendre plus efficient le mécanisme de financement autonome mis en place. Au Mali, les acquis de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires est une réalité. En longueur de journée et de contentieux commercial, le droit de l'OHADA est évoqué devant les tribunaux de commerce, à la cour d'appel. Le droit de l'OHADA est un droit qui est d'usage, j'allais dire, pratiquement coutumier au Mali en ce moment. Les procédures sont utilisées par les avocats et tout le monde s'accorde à dire que c'est pour la meilleure sécurisation des droits des affaires au Mali, et y compris à l'image de ce qui se fait dans le reste des pays membres de l'OHADA. C'est vrai que les opérateurs économiques s'approprient davantage les règles de l'OHADA et que ces règles-là ne restent pas l'apanage des tribunaux et des professionnels. Donc, diffusion dans le monde des entreprises, diffusion tout simplement en l'endroit du public le plus large possible. Pour donner plus d'efficacité à cet instrument d'intégration des peuples, les chefs d'État ambitionnent de mettre en place des mécanismes de création d'emplois à grande échelle et d'accompagner du coup le secteur informel dans le souci du progrès social des communautés des 17 pays membres. Pour ce faire, l'OHADA peut également compter sur ses amis. C'est une organisation extrêmement vivante, c'est une perspective surtout extrêmement stimulante. La France a toujours été aux côtés de l'OHADA dès le début. Elle a été par diverses manifestations, par diverses décisions, par diverses prestations. L'Organisation internationale de la francophonie a été à vos côtés. La France l'a été en désignant des experts internationaux, parce qu'il est important de développer les capacités, les connaissances, les échanges, les techniques, les technologies, les méthodes. La France continue de l'être. Elle est un de vos partenaires essentiels avec la Banque mondiale et l'Union européenne. L'OHADA a été d'une certaine façon visionnaire dans une période de crise. Elle a été visionnaire parce que la tentation était forte, plutôt de se replier, plutôt de renoncer aux droits, plutôt de renoncer aux règles, plutôt de céder à un processus de dérégulation. À l'issue de cette première réunion statutaire, la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'OHADA, suivi de l'évaluation des 20 ans de l'organisation, les chefs d'État entendent mettre tous les poids dans la balance pour le rayonnement de cette organisation, et cela au bonheur des différentes communautés des pays. À l'issue de cette conférence, suivie d'un huis clos, les chefs d'État ont fait un communiqué final. Nous vous proposons un extrait, lui ici, par Dramane Yameogo, ministre burkinabé de la Justice, garde des Sceaux, micro de nos envoyés spéciaux.
La conférence des chefs d'État et de gouvernement instruit le Conseil des ministres de rendre plus opérationnelles les commissions nationales OHADA afin d'améliorer l'élaboration et la mise en œuvre du droit OHADA dans les États parties. Dans ce contexte, soucieuse de créer effectivement un nouveau pôle de développement en Afrique, la conférence des chefs d'État et de gouvernement prescrit au Conseil des ministres de poursuivre l'effort d'harmonisation en cours en élaborant, en cas de besoin, des cadres d'orientation. Elle a instruit le Conseil des ministres pour la prise diligente d'actes uniformes dans les matières nouvelles inscrites au programme d'harmonisation de l'organisation, à savoir l'affacturage, le crédit bail, la médiation commerciale, la franchise, la sous-traitance, la co-entreprise, les contrats de partenariat public-privé, le règlement des conflits de loi et la circulation des actes publics, l'objectif étant de proposer des réponses toujours plus appropriées aux besoins de droit des acteurs économiques. En vue d'optimiser les fonctions juridictionnelles et arbitrales de la juridiction communautaire, la conférence des chefs d'État et de gouvernement instruit le Conseil des ministres de mettre en place un mécanisme plus rigoureux de sélection des juges de la CCJA, ainsi que des mécanismes permanents de renforcement des capacités des juges. Activité de l'être humain. La conférence des chefs d'État et de gouvernement prescrit l'intensification des activités de formation et de recherche en droit OHADA. Elle engage, entre autres, le Conseil des ministres à prendre des dispositions appropriées en vue d'assurer notamment le fonctionnement effectif de l'être humain, du système de formation par visioconférence, coopération internationale. Tenant compte de la vocation panafricaine de l'OHADA inscrite dans son traité fondateur, la conférence des chefs d'État et du gouvernement préconise une promotion intense de l'organisation auprès de l'Union africaine à l'effet d'en faire l'outil privilégié de production et de promotion du droit des affaires. Ici, à Bamako, le chef de la mission d'observation électorale de l'Union européenne a été reçu hier par le président de la République. Louis Michel a remis au chef de l'État le rapport final de la mission d'observation à l'élection présidentielle. Le rapport en question fait des propositions pour l'amélioration du processus électoral au Mali. Louis Michel, au micro de Adama Kodjo. Je l'ai évidemment encore une fois félicité pour son résultat. Je lui ai aussi dit un certain nombre de recommandations qui étaient faites dans le rapport et que l'on pourrait peut-être essayer de mettre en œuvre dans la perspective des élections législatives, puisque j'ai été aussi reconduit comme chef de la mission d'observation électorale pour les élections législatives. Il a accueilli ça avec beaucoup d'ouverture de vue, avec une grande détermination d'essayer d'inspirer un certain nombre d'aménagements pour encore perfectionner davantage le cadre électoral, la manière d'organiser ces élections. Quels sont les points les plus saillants de ces recommandations? Il y a un certain nombre de clarifications au niveau de l'interprétation des lois électorales, par exemple. Tout ce qui touche à la collecte des résultats peut se faire de manière beaucoup plus ouverte. On peut mettre sur les sites, par exemple, les résultats bureau de vote par bureau de vote. Le système, la formation, par exemple, des agents électoraux, c'est extrêmement important qu'on continue à les former encore davantage pour qu'il y ait une conception commune, par exemple, de ce qui est un bulletin valable ou un bulletin qui ne l'est pas. Au niveau du comptage des bulletins de vote, je pense qu'on peut aussi encore renforcer la garantie des bulletins. Il faut compter les bulletins, il faut réconcilier les bulletins, comme on dit, c'est-à-dire compter le nombre de bulletins qu'il y a, vérifier si ça correspond au nombre d'électeurs de la liste électorale, aussi afficher les résultats aux bureaux électoraux. Koulouba hier, l'hémicycle aujourd'hui, le chef de la mission d'observation électorale de l'Union européenne au Mali, Louis Michel, a été également reçu par le président par intérim de l'Assemblée nationale à qui il a présenté le contenu du rapport sur l'élection présidentielle dans notre pays. C'est un rapport qui fait des propositions pour améliorer le processus électoral au Mali pour les échéances à venir. Et pour boucler la boucle, le chef de la mission d'observation électorale de l'Union européenne a tenu une conférence de presse. Louis Michel a présenté le dit rapport et annoncé le déploiement prochain d'une centaine d'observateurs pour les législatives prochaines. Alou Séni Touré.
Le rapport de la mission d'observation électorale de l'Union européenne est un document de 51 pages plus des annexes. La mission a porté son jugement notamment sur l'ouverture des bureaux de vote, le déroulement du vote et le dépouillement. Ainsi, la mission d'observation électorale a formulé des recommandations dont la mise en œuvre peut permettre de rectifier le tir et aboutir à des élections sans reproche. Le plan de ramassage des enveloppes destinées à la Cour constitutionnelle devrait être public, devrait être supervisé et garanti par l'administration afin d'éviter la non prise en compte par la Cour constitutionnelle des voix valablement exprimées dans les résultats définitifs proclamés. Deuxième recommandation, l'adoption d'un nouveau procès-verbal du bureau de vote qui intègre l'obligation de procéder à une vraie réconciliation des bulletins. La réconciliation des bulletins constitue l'une des plus importantes sauvegardes contre la fraude. Pour régler cette question, de mon point de vue, la meilleure formule, c'est une meilleure formation des agents électoraux. J'ai pu observer dans les bureaux de vote où je me suis rendu que dans un certain nombre de cas, il y avait un manque, disons, un manque d'unicité dans l'interprétation à donner et dans la mise en œuvre de ce qui avait été prévu réglementairement ou légalement. 3. La conservation des bulletins utilisés après le dépouillement jusqu'à la proclamation des résultats définitifs devrait être également prévue et sous garde permanente effective. Pourquoi? Parce que, en cas de contentieux, il doit être possible de pouvoir revérifier ou recompter des bulletins. 4. L'affichage des récépissés de résultats dans chaque bureau de vote devrait être systématique, tel que la loi électorale d'ailleurs le prévoit. De même, Louis Michel, à la tête d'une centaine d'observateurs, observera les élections législatives à venir. Le processus est ainsi lancé, du moins officiellement. Rendez-vous donc après le premier tour pour une nouvelle conférence de presse rendant compte de l'observation des législatives. La libération des éléments des groupes armés répond à une disposition des accords de Ouagadougou. Le Premier ministre Oumar Tatamli l'a dit dans une interview exclusive à l'ORTM. Pour lui, le gouvernement s'attelle à renforcer les mesures de sécurité sur l'ensemble du territoire. Oumar Tatamli au micro de Yaya Konate. Nous avons trouvé une situation sécuritaire particulièrement dégradée. Dans ce contexte, il était important de restaurer un niveau de sécurité qui soit compatible avec une vie normale dans le nord du pays. Il était important également de réaffirmer certains des engagements qui avaient été pris par le gouvernement précédent dans le cadre des accords de Ouagadougou, un processus accompagné par la communauté internationale. Dans ce contexte, nous nous sommes attachés à deux choses. D'abord, mettre en œuvre des mesures de confiance qui permettaient d'assurer qu'un cadre soit mis en place propice d'un dialogue inclusif avec les groupes armés et l'ensemble des communautés, comme cela a été indiqué même dans le cadre des accords, et de l'autre côté, créer les conditions pour que la sécurité revienne à travers un redéploiement des forces de défense et de sécurité. Le redéploiement est en cours, il n'est pas belligène, il vise à restaurer la sécurité sans intention belliciste, et à cet égard, c'est un processus qui est conduit en coordination étroite avec la MINUSMA et avec les forces servales. Vous avez pris ces derniers jours des mesures que vous avez donc appelées mesures de confiance. Je veux parler de la libération des détenus, je veux parler de la levée des mandats d'arrêt. Est-ce que ce sont des mesures que vous impose l'accord de Ouagadougou? Ces mesures découlent de l'article 18 des accords de Ouaga, qui prescrivent la mise en place d'une commission internationale d'enquête pour prendre en charge les crimes de sang qui auront été commis, les atrocités les plus graves, notamment les crimes de violence sexuelle, toutes les violations graves des droits de l'homme et du droit international sur le territoire du Mali, et qui prévoit également que, hors du champ d'investigation de cette commission d'enquête, les personnes qui auraient été arrêtées fassent l'objet, soient libérées. C'est ce processus qui est fait avec toutes les garanties possibles qui visent à assurer que dans l'état actuel de notre information, nous ne remettions pas en liberté des personnes qui pourraient être tombées sous le coup des investigations de la commission d'enquête internationale. Au demeurant, cette commission d'enquête internationale fera son travail quand elle sera mise en place.
Vous pourrez suivre l'intégralité de cet entretien dans l'interview de la semaine après cette édition. Le ministre de la Réconciliation nationale et du Développement des régions du Nord, Cheikh Oumar Diarra, a pris part à New York à la séance publique du secrétaire général sur la situation au Mali. Il a réaffirmé la détermination de la nouvelle équipe gouvernementale sous l'autorité du président de la République à parvenir à un règlement définitif de la crise malienne dans le strict respect de l'intégrité territoriale et de la laïcité de l'État. Ibrahim Traoré. La séance publique du Conseil de sécurité des Nations Unies a essentiellement porté sur l'examen du rapport du secrétaire général sur la situation au Mali. Le ministre de la Réconciliation nationale et du Développement des régions du Nord était là pour s'entretenir avec les membres du Conseil de sécurité des actions menées ou envisagées au Mali dans le cadre de la réconciliation nationale. Le ministre Diarra a révélé la préparation d'un plan de développement accéléré des régions du Nord dont la première mouture a été approuvée le 14 octobre dernier lors d'une réunion entre le gouvernement et les partenaires techniques et financiers. Le ministre a rappelé aussi l'attachement du gouvernement au parachèvement du processus électoral avec l'organisation des élections législatives le 24 novembre pour le premier tour et le 15 décembre 2013 pour le deuxième tour. Abordant la question de la sécurité dans les grandes villes du Nord, le ministre Diarra a exprimé les vives préoccupations du gouvernement face au retour des groupes armés terroristes et djihadistes qui continuent de représenter une menace sérieuse à la paix, à la stabilité et à la sécurité au Mali et dans la région du Sahel. Il a insisté sur la nécessité qu'impose le déploiement de l'armée malienne sur toute l'étendue du territoire national avec l'appui de la MINUSMA. Le ministre Diarra a lancé également un appel pressant à la communauté internationale, en particulier aux amis du Mali, réunis en mai 2013 à Bruxelles, en Belgique, pour une mobilisation urgente des contributions annoncées pour la relance du développement économique du Mali. En marge de la réunion du Conseil de sécurité, le ministre a eu une séance de travail avec le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon. Au cours de cet entretien, le ministre Diarra a exposé la vision du président de la République sur la résolution de la crise du Nord. Il a souligné l'urgence du déploiement effectif de l'armée malienne dans le septentrion du pays avec l'appui de la MINUSMA et a mis l'accent sur la nécessité pour les groupes armés de coopérer pleinement dans la mise en œuvre de l'accord du 18 juin, notamment dans la région de Kidal. À l'issue de la rencontre, le secrétaire général de l'ONU a réitéré sa décision d'entreprendre très prochainement une visite conjointe au Mali avec la présidente de la Commission de l'Union africaine, le président de la Banque mondiale et ceux de la Banque africaine de développement, de la Banque islamique de développement. Le Mali a signé et ratifié respectivement en 2006 et 2007 la Convention de la CEDEAO sur la prolifération des armes légères et de petit calibre. C'est dans ce cadre que le gouvernement malien, à travers la Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre, a soumis une requête en 2008 au gouvernement fédéral suisse pour l'aider à faire l'état des lieux. Les résultats obtenus ont été remis cet après-midi au secrétaire général de la présidence de la République. Le compte rendu de Garibou Pérou. Merci beaucoup. Cette boîte remise au secrétaire général de la présidence contient un couteau et une clé USB. Elle est le résultat des études menées par le département fédéral de la défense suisse dans le cadre de la lutte contre la prolifération des armes légères au Mali. Cette étude concerne la sensibilisation, l'information et la collecte des armes légères et des petits calibres. Cette étude a été menée dans le cadre de la coopération bilatérale. Les visites ont concerné les magasins d'armes et soutes à munitions des forces armées et de sécurité et les services des douanes. Ces armes, selon les constats, sont stockées de manière anarchique, contrairement aux normes standards. Étatiques ou privées, elles sont aujourd'hui une menace réelle à la paix et à la stabilité du pays. La prolifération des armes légères entraîne le terrorisme, l'augmentation de la criminalité, de la violence, l'augmentation des violences sexuelles et basées sur le genre. Un des grands défis ajoutés à cela est le risque lié à la conservation non sécurisée de ces armes. Sous l'égide du mandat du Conseil de la sécurité de l'ONU, exécuté par UNMOS, la Suisse souhaite continuer son engagement en faveur du développement des capacités pour la sécurité physique et de la gestion des stocks d'armes et de munitions au Mali. À côté de la fabrication industrielle, celle artisanale est une des sources principales de la prolifération